donc, je vous dis deux mots sur le groupement forestier pour la sauvegarde des feuillus du Morvan, qui est né à l'initiative d'une association militante qui s'appelle Autun-Morvan Écologie, qui existe depuis 30 ans. Et cette association a ressenti le besoin de passer à une action concrète il y a 15 ans. Et il y a eu un fait déclencheur, à savoir qu'il y a une forêt qui s'est vendue à proximité de la ville d'Autun, une forêt de 270 hectares, et les membres de l'association ont dit qu'il faut qu'on passe là, vraiment, il faut qu'on ait une action de terrain. La collectivité n'avait pas les moyens d'acheter l'ensemble. Donc il y a eu un achat commun entre la ville d'Autun, le Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne et le groupement qui a été créé à cette occasion. Essentiellement avec donc, les membres de l'association Autun-Morvan Écologie. Et puis très rapidement, ce petit groupe, une quarantaine de personnes, a été rejoint par d'autres associés. On a créé ce groupement. Alors l'objectif principal, effectivement, c'est pas d'acheter de la forêt, de la mettre sous cloche, mais c'est vraiment d'apporter les preuves qu'on peut avoir une autre sylviculture. Une sylviculture qui est proche de la nature et qui préserve, comme on le disait tout de suite, toutes les fonctions de la forêt. Et la fonction de production est le résultat de la mise en place de cette sylviculture qui préserve d'abord les autres fonctions, à savoir la fabrication d'un maximum de biodiversité et la protection des eaux. Parce que notamment, c'est la forêt d'Autun, il y a des captages, il y a quand même, en gros 70% des captages sont sur des zones forestières. La forêt de feuillus est un magnifique filtre pour les eaux, pour l'eau potable. C'est toutes les fonctions sociales, effectivement, de randonnée, de cueillette. Et puis donc la fonction production n'est que le résultat donc, de ces éclaircies que l'on pratique dans des forêts qui souvent n'ont pas été exploitées pendant de nombreuses années, où on intervient par des prélèvements pour ouvrir et ramener de la lumière de façon à ce qu'une régénération naturelle s'implante. Donc on utilise cette méthode ProSylva maintenant depuis 15 ans sur les premières forêts qui ont été achetées. On a les premiers résultats. 15 ans c'est court, une forêt c'est au moins 100-150 ans avant d'avoir des retours. Mais sur 15 ans on a des premiers résultats, à savoir qu'on travaille avec l'association pour la futée irrégulière au niveau national et l'INRA, et on a une forêt de 10 hectares sur laquelle on fait des comptages tous les 5 ans. Et rien que en 3 interventions, on a une augmentation donc, de la biodiversité. On conserve tous les arbres à habitat, les arbres pour des installations des oiseaux, pour les arbres morts, pour tout ce qui est les petites bestioles. On a une forêt qui globalement s'est améliorée avec des arbres de meilleure qualité, qui sont orientés vers une production de bois de qualité et pas pour faire du bois énergie. Voilà, donc ces résultats sont vraiment probants aujourd'hui. Et donc, alors, fort de ça, on continue, on est souvent appelé par des collectivités ou par des habitants de communes qui n'en peuvent plus de voir toutes ces coupes à blanc. Et on a aujourd'hui 300 hectares de propriétés qui sont sur les 4 départements de la Bourgogne. Nous sommes un peu plus de 700 associés de toute la France. Et voilà, donc la preuve, donc on a des frais de fonctionnement, donc forcément il faut qu'on produise du bois. Donc on sort du bois non seulement pour notre budget de fonctionnement, mais également pour se créer une petite réserve et on réinvestit. La fonction sociale, c'est aussi ces forêts, donc ces exploitations que l'on produit, où l'on produit des pieds d'arbres. On vend les pieds et tout ce qui est bois de chauffage, on essaie de le vendre aux habitants des communes. Il y a très peu de communes forestières dans le Morvan. Et du coup, il n'y a pas de ce qu'on appelle les affouages, où les gens peuvent faire le bois. Il y a encore quelques personnes qui chauffent au bois, souvent on a des difficultés pour trouver. Donc là, on vend souvent ce bois de chauffage aux habitants, aux agriculteurs, ce qui permet aussi aux gens de s'approprier un peu de revenir à cette fonction importante. Et nous, c'est important pour nous aussi d'être pas complètement déconnectés du local.
Voilà les grandes lignes Alors, la sylviculture, je disais, on n'est pas complètement opposé aux résineux, hein, on a quelques forêts de résineux, mais ce qu'on veut, ce qu'on n'accepte pas, c'est cette sylviculture où on va sur des circuits très rapides, où il faut produire du bois en 40 ans et après on coupe à zéro. On a quelques forêts, on a environ 15 hectares sur les 300 en forêt de résineux que l'on irrégularise, c'est-à-dire on essaie d'avoir dans une espèce un maximum de sujets de différentes tailles. On introduit, alors on laisse faire la nature est très bien faite, vous avez des geais qui ramènent des glands, qui ramènent des faines, donc tout seul, il y a des feuillus qui viennent se réimplanter, et on souhaite arriver à ce qu'on appelle des forêts mélangées, avec un maximum d'espèces, un maximum de tailles différentes, ce qui nous préserve du réchauffement, parce que cette régénération qui s'implante naturellement résiste bien mieux que tout ce qu'on vient planter. Il faut savoir que les chiffres, hein, on a de plus en plus confirmation que les plantations de Douglas des 2 dernières années sont ratées à 70%. C'est très bien, mais ça n'empêche qu'on continue de subventionner et de replanter. Hein. On a sur le massif du Chien, qui est un lieu fantastique, un lieu préservé. On a une forêt où la première plantation a été ratée. On vient de raser tout à nouveau, de tout redonner un coup de lame et on replante. C'est avec des subventions. Voilà. Donc nous, on ne veut pas, bien sûr, de cette intervention. Voilà. On est dans le temps, oui. C'est parfait. Merci. Donc le Chat Sauvage, c'est l'autre groupement forestier qui est plus dans le nord, on va dire. De ce qu'ils ont pu. Et le sujet, c'est forêt collective bien commun, a priori. Voilà. Donc, le Chat Sauvage est donc un groupement forestier qui a émergé sous l'incitation et l'initiative de Frédéric Baucher, devant le constat de la modification du paysage, principalement du Morvan, et pour toutes les bonnes raisons que les uns et les autres ont évoquées depuis ce matin, sur le plan de la biodiversité, sur le plan des sols, de l'eau, et toutes ces raisons fondamentales qui ont fait que ce groupement s'est constitué à la fois dans le sud du Morvan et nous dans la partie plutôt nord du Morvan. Le projet a été initié donc par Frédéric et en 2015, on est parti d'une idée très claire, c'est que ce Morvan qui est constitué d'une quantité énorme de petits propriétaires forestiers qui se transmettent par héritage, par la pratique fermière de l'exploitation agricole qui était extrêmement diversifiée. Donc l'idée c'était de participer à la réappropriation de la forêt locale, du bocage local, par un groupement citoyen, un groupement d'individus qui ont voulu préserver ces boîtes feuillues morcelées à l'extrême, mais les préserver et leur donner un avenir qualifié d'éthique dans nos statuts, avec un mode d'exploitation tout à fait raisonné, pas évidemment, on a parlé des coupes rases, en s'interdisant évidemment ça. Donc c'est un groupement qui est jeune, à l'évidence. Ça fait donc 4 ans qu'on essaie de rassembler, remembrer un petit peu cette forêt. Les propriétés sont très éparses. Elle se situe donc dans le nord du Morvan, entre principalement les cantons, le canton, Brassy-Lorme, et puis Montsauche. Et aujourd'hui, le potentiel d'acquisition
compte tenu de la notoriété progressive qu'a acquis ce groupement, nous permet d'envisager des projets d'investissement un petit peu plus grands sur des parcelles un petit peu plus importantes. Aujourd'hui, on a 63 hectares de forêt. Donc, les gens sont impliqués. On a 285 titulaires de parts. On a organisé la gestion des décisions avec une protection entre guillemets sur la répartition des voix par part. On a défini que 5 parts donneraient une voix, de manière à éviter une éventuelle un rachat massif qui protégera définitivement notre groupement forestier. On a un capital aujourd'hui forestier qui s'évalue autour de 240 000 €. On a créé une charte tout récemment pour certifier un petit peu l'éthique de notre groupement, avec les arguments que je vous ai donnés tout à l'heure. La gestion du groupement est totalement bénévole. Frédéric s'y consacre à plein temps et tout ce qui est généré comme activité est totalement bénévole. On a conçu un système d'agrément un petit peu pour les entrées dans le groupement. Notre gérant Frédéric, donc, trie un petit peu. Enfin, je pense qu'on n'a pas eu besoin tellement jusqu'à maintenant de sélectionner les prétendants à l'acquisition de parts. Voilà, l'évolution de ce groupement. Les agréments, c'est autour de la sylviculture ou c'est quoi? Alors, c'est pas un groupement conservatoire. C'est pas conservatoire. Le but, c'est d'exploiter la forêt telle qu'elle doit l'être, en la respectant le plus possible, avec tous les critères dont on a parlé depuis ce matin. On a fait l'acquisition d'une parcelle qui avait été rasée. Et on a fait une campagne de plantation citoyenne. On s'est tous regroupés pour replanter avec des petits hêtres, principalement qui avaient été collectés dans les forêts dont on était propriétaire. Voilà. On n'est pas encore en phase d'exploitation parce que le groupement est tout jeune, mais on rentre dans cette phase-là petit à petit, en commençant avec les experts à voir ce qui va devoir être exploité. Donc il faut la faire vivre, il faut maintenant rentrer dans une politique de regroupement de toutes les parcelles tant que faire se peut, pour pouvoir avoir un bon ratio, disons, travail et puis surface à exploiter. Il y a même dans notre groupement une possibilité qui est en train d'émerger de faire vivre l'agroforesterie, ce qui serait un complément très intéressant pour l'évolution de nos parcelles, en lisière, sur des zones un petit peu moins riches au point de vue bois. On a un participant qui a ce projet d'élever des petits fruits, et ça peut être c'est une chose très intéressante pour l'évolution de la globalité du service que rendra ces forêts. Donc je dirais que l'investissement citoyen aussi, c'est de se réapproprier cette forêt, essayer dans une certaine mesure de la remembrer pour l'exploiter. Et je crois qu'il
c'est une tentative qui va demander beaucoup de temps pour reconstituer. Il nous faut des années et des années, mais c'est un projet extrêmement important pour à la fois notre paysage, à la fois la sensibilité et l'intérêt que portent les gens à leur environnement. Et ça, c'est quelque chose qui est important à travers un petit peu ce que propose le groupement en termes de formation, petites conférences que l'on organise à chaque fois annuellement, ou des ateliers qui sont faits, comment faire de l'élagage. Il y a une activité, je dirais, de formation un petit peu qui est accolée à cette expérience. Au Chasse Sauvage, c'est surtout des gens qui connaissent un peu, ou il y a aussi complètement des novices qui... Alors, c'est à la fois des gens qui connaissent bien, des gens de la forêt, et beaucoup de participants, des gens qui détiennent des parcs, qui ont cette sensibilité sur l'environnement, avec évidemment l'enjeu climatique qui est extrêmement présent actuellement. Et donc c'est cet engagement des gens sur leur propre capital, de se dire on veut participer au maintien du Morvan tel qu'il est, et c'est une démarche qui est extrêmement importante. Les amoureux du Morvan. Les amoureux du Morvan, quelque part, c'est quelque chose qui va là pour les deux groupements. On a vraiment des associés qui se passionnent pour ce que l'on fait, qui sont présents à nos assemblées générales, en fait, l'assemblée générale ou d'autres, ou avec une balade en forêt l'après-midi. Les gens sont attentifs et ils ont l'impression c'est une action concrète, mais de marquer un petit peu dans le temps leur passage, en disant voilà, parce que de plus en plus, on a des gens qui offrent ça là, j'ai eu une demande la semaine dernière pour un départ en retraite, qui offre ça à quelqu'un. Pour un enfant qui naît, on lui achète quelque part. Le groupement en offre quelque part, des groupements, voilà. C'est un souhait de nos contemporains à marquer, à se positionner, justement. On est parti d'un constat, un certain nombre d'entreprises de la filière artisanale, il y a une dizaine d'années, on a discuté, puis on s'est rendu compte que le Morvan était exportateur de bois, et vous posiez la question tout à l'heure, savoir s'il y avait encore des savoir-faire. Ils existaient encore de manière endémique et très disséminés, et on a décidé de se regrouper pour valoriser nos savoir-faire et puis mettre en commun un certain nombre d'outils. Alors tout à l'heure j'entendais parler de la filière bois industrielle, on n'a rien à voir, on ne joue pas du tout dans le même cours, et d'ailleurs on n'est pas du tout sollicité au niveau des plans forêt bois. On est aidé par un certain nombre de structures dont on est aidé financièrement, mais c'est en fait, on nous donne un petit peu les miettes. D'accord. Donc, pour donner un ordre d'idée, la filière bois industrielle sur le Morvan, en grosso modo, passe à 1 million de mètres cubes de bois, on peut dire. Et nous, le regroupement des entreprises artisanales, qui comprend à la fois des scieurs, des charpentiers, des menuisiers, des ébénistes et aussi des donneurs d'ordre que sont des architectes. En grosso modo, on passe 30 000 mètres cubes, aussi bien en feuillus qu'en résineux. Les feuillus représentent encore à peu près 10 000 mètres cubes par an, quand on parle par année. Alors évidemment, on utilise du feuillu, mais on s'est mis à utiliser le Douglas parce qu'il est là. Le feuillu, on en a toujours besoin pour le mobilier, pour des usages traditionnels. Sauf que si on reprend l'histoire du Morvan, historiquement, la forêt traditionnelle de feuillus a été exploitée, on l'a vu, pour le chauffage en taillis fureté, qui a appauvri les sols, et il n'y a pas eu pendant des années de politique de sylviculture de qualité. Donc, ce qui fait qu'à terme, on n'a pas des bois feuillus de qualité, quoique sur certaines stations, on peut avoir de très belles essences en chêne ou en hêtre.
Quand on parle des feuillus, on sait que le hêtre est sous-utilisé. Il y a un travail à faire sur l'utilisation du hêtre, parce que les cours se sont effondrés. Pourquoi? Parce que il y a un certain nombre d'objets. Il y avait toute une filière autour du hêtre qui utilisait et plein d'objets étaient traditionnellement faits à hêtre. Alors on cite en vrac les planchers découpés, les cintres, les épingles à linge, les chaises, enfin voilà. Tout un usage du bois qui a été remplacé par le plastique. Et je pense qu'à terme, il faut réfléchir à réutiliser ce bois de hêtre pour des usages plus intelligents qu'en faire du bois énergie. Le chêne, je pense que, alors traditionnellement on dit toujours que le chêne sur le Morvan n'est pas de qualité. C'est vrai, il est moins bonne qualité que les bertranges ou d'autres massifs périphériques, mais on n'a jamais eu de sylviculture vraiment tournée dans ce sens-là. Pour le résineux, alors évidemment on l'utilise parce qu'il est là, mais nous, donc ça fait 10 ans qu'on existe, et on se rend compte qu'on s'achemine plutôt vers une utilisation de bois de qualité plutôt que de quantité. Qualité, ça veut dire des gros bois. Enfin, je parle du résineux, en particulier du Douglas. On oublie l'épicéa, puisque de toute façon l'épicéa à terme est amené à disparaître sur le Morvan du fait du changement climatique. Donc il y a des énormes quantités de glaces qui sont plantées. On peut dire à grande majorité en futaies régulières. Et nous, ce qu'on préconise et ce qu'on aimerait arriver à terme, c'est, d'autant plus qu'il y a un marché potentiel, il y a une demande de bois de qualité et de gros bois. Le Douglas, c'est un bois qu'on appelle duraminisé, c'est-à-dire que si on prend une tranche de Douglas, vous remarquerez que le cœur, la partie centrale, est rougeâtre, c'est-à-dire qu'elle comporte des tanins qui le mettent en classe 3, c'est-à-dire relativement résistant aux agents biologiques. Et cette classe 3, plus le bois est gros, plus la partie duraminisée est importante en pourcentage de bois. Donc, à partir du moment où on utilise cette partie du bois duraminisé, on n'a pas à traiter les bois, parce que les épicéas, quand vous les voyez mis en œuvre en charpente par exemple, on les voit souvent jaunes. C'est un colorant qui prouve que le bois a été traité par trempage dans des bains. Donc à partir du moment où on utilise ce bois rouge sur le Douglas, il n'a pas besoin d'être traité. Donc c'est un intérêt environnemental très net. Bois de qualité. Les jaunes, quand ils sont traités là dans les bains là où ils les mettent, ça c'est parce qu'ils les coupent trop jeunes, c'est ça en fait? Non. Ça on rajoute un colorant dans les bains pour prouver que ça a été trempé. Le jaune, c'est pas le traitement lui-même. Okay. C'est un colorant pour prouver que. Et on voit d'ailleurs à la pénétration du jaune, la pénétration du traitement. D'accord. De toute façon, c'est un traitement de surface, c'est pas à cœur, hein, c'est autre chose, le traitement à cœur. Ça se fait surtout sur le sapin, non? Sur quoi ça? Sur quel bois? Oui, ça peut se faire sur l'épicéa, oui. Les bois du Jura sont systématiquement traités parce que l'épicéa, c'est un classe 2. C'est-à-dire qu'il est moins résistant aux agents biologiques, ce qu'on appelle les agents biologiques, les insectes et les champignons et la pourriture, que le classe 3. Alors, si vous voulez, en Europe, on a la seule classe 4 qui est la plus résistante aux agents biologiques, c'est le robinier. C'est le faux acacia. Et après, dans la classe 3, vous avez du chêne, le cœur du Douglas. Le châtaignier, le châtaignier, bien sûr. En 3 ? Oui, en 3, oui, aussi. Oui. Le châtaignier, le mélèze. Voilà. Et ça existe en classe 1? Oui, le hêtre, par exemple, c'est un classe 1. Donc on ne peut absolument pas le laisser aux intempéries. C'est un usage intérieur exclusif. On n'a pas d'étape. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est intéressant. Ok. Voilà.
Donc un bois de qualité, c'est aussi du bois avec de faibles nodosités. C'est-à-dire que faible nœud, ça veut dire des bois qui peuvent être élagués. Et il y a une demande forte sur ces bois de qualité pour de l'aménagement intérieur, pour de la menuiserie, pour des tas d'usages qui ne sont pas utilisés actuellement, parce que actuellement le Douglas est particulièrement utilisé en bois de structure. Et la forte demande, c'est pour la maison ossature bois, c'est pour la construction. Okay. Voilà. Donc si... qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Mais pour la construction, il est souvent importé. Importé? Oui, pour la construction, non. Non, est-ce qu'on utilise vraiment le Douglas? Parce que je sais qu'on importe aussi du bois du nord de l'Europe. Ah oui, oui. Parce qu'il est de meilleure qualité, je veux dire, pour certaines fonctions. Non, les bois du nord sont des bois blancs qui ne valent pas en durabilité le Douglas. Hein. C'est des bois blancs qui sont souvent... Alors il y a eu des gros problèmes, il y a eu, comment dire, des surexploitations des forêts boréales et des forêts des pays de l'Est. Et avec un dumping, les bois sont arrivés à des prix défiant toute concurrence. Et puis un certain nombre de constructeurs, évidemment, regardent le prix final. Donc c'est pas une question de qualité, c'est une question de tarif. Oui, bien sûr. Oui. On vous le vend en disant que c'est de la qualité, mais c'est une question de prix. Parce qu'il y a des problèmes aussi de surexploitation des forêts des pays d'Europe du Nord, Europe de l'Est. Et vous êtes combien dans le groupement? Alors dans le groupement, on a une petite vingtaine d'entreprises. Okay. Ça représente en équivalent emploi une cinquantaine d'emplois. Enfin, il y a beaucoup de petites entreprises, des TPE. Le maximum, c'est 5-6 personnes dans l'entreprise. Okay. Donc on a... C'est Artisan Bois Morvan? Oui, c'est ça, oui. Oui. On a, il y a un site, vous tapez Artisan Bois Morvan, vous avez accès aux différentes entreprises et puis un certain nombre d'informations sur... Donc récemment, on a fêté nos 10 ans, enfin fêté entre guillemets, on s'est rencontrés à l'occasion de nos 10 ans d'existence et on a fait une petite rencontre sur le thème des gros bois et à cette occasion, on avait un certain nombre de propriétaires forestiers qui étaient en formation avec le CRPF et on leur a démontré un petit peu l'intérêt d'aller vers une filière de qualité en gros bois et en futaie irrégulière, type gestion Pro-Silva. Et eux-mêmes ont compris, et un certain nombre de propriétaires, non pas des moindres, commencent à comprendre l'intérêt de passer en irrégulier et de faire des bois de qualité. Moi, ce que je voulais savoir, là, justement, on a un problème de diamètre à passer dans les séries. C'est un faux problème. Oui. Est-ce que, justement, je voulais savoir, voilà, est-ce qu'on sait scier des gros diamètres? Alors, on sait bien sûr, on sait scier des gros diamètres, il n'y a pas de souci. Le problème vient du fait que les industriels ont investi dans ce qu'on appelle des cantères. Des cantères, en gros, c'est des râpes à gruyère et des scies circulaires qui ont une productivité phénoménale. Vous regardez les bois passer dans les cantères, vous avez juste le temps de les voir passer et ressortir dans le film du temps des forêts, par exemple. Voilà, par exemple. Voilà. Donc, ça diminue les coûts de sciage. En gros, un sciage par cantaire, vous êtes à 30 € du mètre cube, alors qu'un sciage ruban classique, vous êtes à 70 € du mètre cube. Donc c'est une question de réduction des coûts. Redites-moi, combien et combien? Alors ça, c'est tiré d'une étude de Maurice Chalaillé qui a fait l'observatoire de la Syrie. Okay.
Le coût du mètre cube, le coût de revient du sciage, du mètre cube de sciage par canter, c'est 35 € du mètre cube. Ok. Et par ruban traditionnel, c'est à peu près 70 € du mètre cube. Donc le double en prix de revient de sciage. Ceci dit... Mais il faut voir qu'est-ce qu'on coupe aussi. Voilà, on coupe des bébés Voilà, c'est ça. au niveau du Douglas. Oui. Mais donc Maurice Chalaillé, dans son étude, a démontré que les industriels poussent à... En fait, on adapte la sylviculture à la demande des industriels. Ouais, c'est ça. Voilà, ça. Mais le jour où les sylviculteurs produiront du plus gros bois et du bois de qualité, d'abord il faudra arriver à trier les bois par qualité, mais ça peut venir. Et le jour où il y aura des gros bois qui arriveront sur le marché, les industriels investiront, parce qu'un investissement industriel c'est un amortissement sur 5 ans, alors qu'une politique de sylviculture c'est au moins sur 20 ans. Donc ils ont largement le temps de s'adapter. Et les scieries artisanales ont toujours conservé l'outillage et le savoir-faire de transformation des gros bois. Et ça a quand même aujourd'hui de vraies conséquences sur la sylviculture, puisque aujourd'hui un gros bois, vous avez un Douglas d'1 mètre de diamètre, il va se vendre au même prix, voire moins cher qu'un Douglas de 45 cm. Oui, parce que la demande du marché est tirée vers les petits bois. À cause ici. Et en plus, il n'y a pas eu de sylviculture correcte, ce qui fait que souvent, sur le Morvan, du fait de la génétique et du fait de la sylviculture menée, on a une grosse nodosité. Après, il y a aussi un autre phénomène, c'est que les industriels, pour se garantir de la pro, sur une espèce comme le Douglas, ils sentent que la pro va commencer à diminuer. Sur le chêne, c'est le cas. Moi, je suis plus en forêt de chêne, c'est le cas. Ils ont volontairement accepté des diminutions de diamètre pour continuer à avoir de la pro. Pour augmenter les volumes. Et les vendeurs l'ont accepté aussi. Parce que pour un vendeur, sur un bois de qualité, je rejoins le monsieur sur la notion de qualité des bois, quand on veut le vendre, l'accroissement annuel, ce que l'arbre gagne chaque année, c'est pas exponentiel, mais c'est en augmentation très rapide entre un jeune et un gros bois. C'est juste mathématique, parce que le cercle est beaucoup plus grand sur un gros bois, et donc plus le bois grossit, et plus son accroissement est intéressant. Donc plus pour le vendeur, avoir des gros bois est intéressant. Et les Douglas, quand on les coupe à 40-45, globalement c'est le pire moment pour le vendeur. Parce que là où chaque année il va gagner 2-3 mètres cubes sur son peuplement, il pourrait en gagner 5, 6, etc. Jusqu'à un moment où après ça stagne, mais en tout cas, il perd la plupart. Et sur les gros bois, qu'on arrive à scier, on arrive à envoyer des gens sur la Lune, on peut scier des gros bois, c'est bon. Sur les gros bois, on arrive à faire des produits qu'on n'arrive pas à faire sur les petits bois, parce que le bois, le monsieur le sait mieux que moi, mais c'est un matériau, plus vous êtes près du... Par exemple par exemple, de l'ameublement. Ouais. Parce que plus vous êtes près du cœur, plus le bois travaille, donc il faut être un peu plus éloigné du cœur, et donc pour ça, un gros bois est plus intéressant qu'un petit bois. Mais là, je parle sous le Et puis, si on parle de Douglas, les vieux bois ont plus de résistance mécanique que les jeunes bois. J'aurais une question. Je voudrais revenir sur tu parlais tout à l'heure du robinet. Oui. Si j'ai bien compris, dans le Morvan, le problème c'est de s'en débarrasser quand il y en a tellement ça pousse vite. C'est un bois qui est d'excellente qualité, c'est un bois qui est ultra mellifère, on fait du miel d'acacia, donc qui sert en agroforesterie. Ma question c'est pourquoi on l'utilise pas plus? Pourquoi on n'en fait que des piquets en gros? Alors, On fait des tables aussi. Oui, mais c'est vrai que c'est quand même une croissance relativement lente, il faut le laisser pousser. Alors si on l'exploite en piquet avant de l'exploiter en bois d'œuvre, on n'aura jamais de bois d'œuvre. D'accord, donc c'est le même problème en fait. Il y a une grosse demande en piquet, ce qui fait que... parce qu'un robinier avant
avant qu'il soit transformable en bois d'œuvre par sciage, c'est 80 ans au moins. Et en plus, enfin, alors, le Robigny a quand même un inconvénient, c'est qu'il y a un taux de rendement qui est très faible. Ah oui, ce que je voulais dire aussi, en Robigny, c'est fréquent d'avoir des taux de rendement de 35%. C'est-à-dire que sur une grume d'1 m3, vous tirez 0,35 m3 de produit. Et pour revenir au gros bois, sur les gros bois, plus le bois est gros, plus vous augmentez le rendement matière en sciage. C'est-à-dire que sur un gros bois, quand vous exploitez correctement tous les produits ad hoc, vous pouvez avoir jusqu'à 70% de rendement. Alors que les industriels ont des rendements de 55% dans leur canter, c'est-à-dire que vous avez 45% qui part en bois énergie ou en trituration pour d'autres usages. Est-ce que pour la proposition de loi, il y a des choses qui seraient intéressantes à mettre en proposition pour protéger les artisans justement du dumping, des grosses scieries, est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous pensez qui peuvent être intéressantes à mettre dedans? On tourne la question depuis 10 ans et on n'a pas trouvé la réponse. On n'est pas législateur. Mais ça, c'est le même problème qu'on trouve en agriculture et qu'on trouve dans l'industrie. Comment aider les petits à s'en sortir parce que... Une des choses qui pourrait être intéressante, c'est de limiter le nombre d'hectares. Est-ce que là, pour les grosses scieries, par exemple, est-ce qu'on pourrait, je ne sais pas, mettre un maximum d'activités qui limiterait les... On leur donne des subventions déjà, si j'ai bien compris récemment. C'est plutôt par ce biais-là que... Déjà aujourd'hui, en fait... tous les gros sont subventionnés, c'est-à-dire les gros scieries sont subventionnés, les abatteuses sont subventionnés, les gros matériels de débardage est subventionné, etc. Alors que les petites scieries ont 0 de subvention, les gars qui débardent à cheval, ils n'ont pas de subvention non plus, rarement, etc., etc. Donc déjà, si on voulait une politique volontaire de réorienter la subvention, sur les investissements, ça ferait du bien. Ou supprimer ces valeurs. De toute façon, il y a des aides aux investissements qui peut profiter aux petites entreprises artisanales aussi, mais les conditions sont telles qu'il faut acheter du matériel neuf, il faut investir un minimum, Mais voilà, souvent, s'il n'y a pas un minimum d'investissement, on n'a pas le droit à subvention déjà. Il y a des seuils d'investissement en dessous desquels on n'a pas droit. Voilà. Et ça vous est révélateur, c'est par exemple dans des pays, je pense à l'Autriche ou autres, on trouve des machines d'intervention en forêt qu'on ne trouve pas en France. Par exemple, des petits débusqueurs ou des petites machines qui permettent de rentrer dans les parcelles pour sortir une grume qu'on a bien choisie, etc. En France, c'est du matériel qui est introuvable. Nous, par contre, si vous voulez une machine qui fait 50 tonnes et que là, elle est subventionnée à 60%. Si vous voulez une petite machine qui coûte beaucoup moins cher à l'entrepreneur, qui lui permet de ne pas s'endetter jusqu'à la fin de ses jours et même après, et puis voilà, qui pourrait être traité facilement et qui fait du bon travail en forêt, en France, vous ne la trouvez pas. Et moi, je pense que ça, c'est aussi un angle d'attaque dont il faut bien avoir conscience, c'est qu'effectivement, le modèle sylvicole, et là encore, le parallèle avec l'agriculture, c'est copie conforme, c'est-à-dire que ceux qui se battent, effectivement, ceux qu'on rencontre sur le terrain, c'est les propriétaires forestiers, ceux qui défendent ce modèle, etc. Ils sont les derniers à en profiter. C'est-à-dire qui profite effectivement de ce modèle sylvicole, c'est les pépinières, c'est les fabricants de machines, c'est etc. Les coopératives. Mais le propriétaire, on a réussi à lui faire croire qu'il n'y avait pas de moyen de faire autrement et que c'était le seul modèle viable, etc. Comme en agriculture, on a fait croire aux paysans qui en crèvent, et qui ont quasiment disparu d'un point de vue, qui n'ont plus de poids démographique dans le pays, etc. Parce qu'effectivement, le modèle qu'on leur a imposé et qu'ils ont défendu pendant très très longtemps a profité à beaucoup, mais surtout pas à eux. Et voilà, quand on parle de la misère sociale des agriculteurs aujourd'hui, voilà, les vendeurs de machines, les vendeurs d'engrais, etc., eux vont très bien, quoi. Et en forêt, c'est exactement pareil. Les propriétaires forestiers ne profitent absolument pas. Et les gens de ProSilva le disent très bien. Eux
qui ont un petit peu réfléchi et qui ont remis en cause ce modèle, ils savent, et c'est des gens qui ont une approche économique presque, je vais dire avant tout, ils savent qu'ils gagnent plus d'argent que leurs voisins qui s'est laissé séduire par les coopératives et ont planté du Douglas. Et c'est ce qui est donc le parallèle avec le modèle agricole, c'est donc la mécanisation, parce que les engins coûtent très cher, et donc on met celui qui exploite la forêt dans la situation d'acheter des machines très chères, et donc d'être obligé d'exploiter de plus en plus rapidement. Donc de là aussi, c'est circuit très court. Quand vous voyez une abatteuse, elle a un bras qui, je pense que vous avez déjà vu ça, elle a un bras qui coupe l'arbre à la base, qui se penche sur le côté, l'arbre passe, il est effeuillé, puis après il est coupé selon la longueur désirée. Ça prend 2 minutes, c'est ultra rapide. Donc tout ce qu'on est en train de dire depuis tout à l'heure, on parle vraiment que du résineux, hein. On ne parle pas évidemment du feuillu, c'est d'autres choses. Mais donc ce processus d'endettement, c'est-à-dire que les banques ont une réelle, mais une très grande responsabilité. Quand on met les agriculteurs dans la situation de s'endetter et d'être obligés d'investir dès qu'ils ont un petit bénéfice, etc., c'est-à-dire que là, on est dans la même situation. Il y a peut-être 2 choses sur lesquelles il faut peut-être travailler, c'est sur les certifications. Parce qu'actuellement, on a 2 certifications, mais PEFC et FSC. PEFC, on sait ce que c'est, on sait que c'est les industriels qui ont imposé. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas travailler sur la sylviculture, introduire des notions de méthode sylvicole pour avoir une certification? Pendant très longtemps, c'était, par exemple, le travail de débardeur était une activité annexe. La personne était agriculteur et débardait l'hiver, hein. C'était très fréquemment ça, même pour des très gros bois. C'est devenu une activité principale. Pourquoi? Parce que les engins sont tellement chers qu'on ne peut pas les acheter pour une activité annexe. Après, tout a été spécialisé. Et de la même manière que l'on spécialise certaines forêts, c'est pour répondre à la spécialité des intervenants. Vous avez très peu d'entreprises qui maintenant prennent un arbre, je dirais de la souche jusqu'à la cime. La plupart sont intéressées par un produit. Elles vendent, du moins elles utilisent directement ce produit, vendent le reste, quitte à le vendre à bas prix, et chacun fonctionne ainsi. J'ai connu des scieurs à mon début en tant que forestier qui achetaient des coupes, faisaient le tri eux-mêmes, redispatchaient, sciaient les différents produits. Il y en a encore qui le font, ils sont très rares. Mais c'est la spécialité des intervenants qui a conduit aussi à une spécialité des forêts. C'est-à-dire qu'un intervenant vient chez vous justement parce qu'il y a un gros volume, parce qu'il y a tout ça. Donc il pousse soit les gens à se réunir avec des coopératives, dont on ne va pas disserter ici, mais on les connaît, soit à aller vers un type de sylviculture qui va les conduire à avoir à un instant T, du moins l'arrivée sur le marché à l'instant T de beaucoup de produits du même type. Et plus de diversité dans les produits. La difficulté, elle est là. C'est que ceux qui achètent du bois veulent, avant même d'acheter, savoir ce qu'ils vont avoir et avoir un type de produit bien basé pour qu'après, ils puissent le transformer avec les outils qu'ils ont, qui sont très cadrés, pour faire un type de produit qui est très cadré. Je pense que, puis tout le monde est réuni là, je pense que c'est le moment de... Il y a une chose qui pourrait être mise en place, c'est une vraie coopérative au niveau du Morvan. C'est-à-dire qu'on a une carrière de petits propriétaires forestiers qui sont plus ou moins impliqués dans la gestion de leur forêt, qui souvent sont demandeurs de conseils, sont demandeurs de gestion. On a du micro-parcellaire. Et je pense qu'une véritable coopérative de coopération citoyenne, où chacun apporterait un peu ses compétences sous une forme à définir, qui permettrait aux petits propriétaires indépendants de ne pas se laisser manger la laine sur le dos par des acheteurs de bois qui vont leur faire n'importe quoi. Le moment est opportun, que les esprits sont mûrs pour arriver à ce résultat. Donc il faudrait peut-être réfléchir à une structure justement qui va dans ce sens-là.